mais merci beaucoup pour ce propos introductif. Je vais ajouter une question et puis après, je vais tout de même prendre le temps de laisser la parole à Margot et Estelle pour bien expliquer aussi, compléter un petit peu le cadre dans lequel on va travailler. Je retiens en tout cas les mots-clés, je dirais, qui sont des mots encourageants de solidarité, de communication, d'action, des différentes mesures qui ont été prises, qui effectivement ne sont pas toujours très apparentes dans les médias français. Un grand journaliste, un grand journal a parlé des somnambules de l'Union européenne il n'y a pas très longtemps. Et peut-être pouvez-vous compléter un petit peu aussi, vous l'avez évoqué, ce que le Parlement européen peut faire dans ce contexte interinstitutionnel où, de fait, on voit apparaître un Conseil qui a bien du mal à prendre des décisions et à trouver des terrains d'entente, une Commission qui fait de son mieux, mais à qui on peut faire parfois le reproche d'intervenir un peu trop tard ou de réintervenir ou de refaire une nouvelle proposition de budget. Et puis le Parlement européen, on n'en parle pas tant que ça actuellement. Et le confinement, évidemment, fait que les gens sont peut-être moins visibles. Et peut-être pouvez-vous compléter aussi ce tableau. Qu'est-ce qu'une parlementaire confinée peut faire? Vous travaillez vraiment normalement? Alors, je ne travaille pas normalement, puisque forcément, quand on est parlementaire ou quand on fait de la politique, on rencontre des gens, beaucoup. Donc là, on les rencontre, mais différemment. Ce qui est positif, c'est que, et ça, je pense que ça ne s'applique pas uniquement au Parlement, ça s'applique à tous les champs de la société, sous réserve que ce soit possible aussi en termes de méthode de travail, c'est qu'il y a des choses qu'on faisait systématiquement, physiquement auparavant, qu'on pourra demain faire selon d'autres modalités. Zoom est une modalité, mais je pense que ça facilitera aussi certaines discussions, certaines réunions. Mais sinon, oui, on travaille de la même manière. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être sur les sujets budgétaires et économiques qui sont les principaux éléments de la réponse à la crise. Donc, effectivement, j'ai un peu de pain sur la planche. Et je sais que certains collègues, comme d'autres d'ailleurs, ont pu se sentir un peu inutiles dans la crise. Alors, on se pose toujours cette question-là. Il faut éviter l'agitation permanente, qui peut être aussi une tentation, ça c'est évident, mais il faut que chacun trouve sa place. Et moi, je pense que d'un point de vue de l'institution, Parlement européen, je le disais avant la crise, mais je pense que c'est encore plus prononcé aujourd'hui, le Parlement européen, il doit être l'empêcheur de tourner en rond du Conseil. On sait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas bouger au Conseil parce que les États membres arrivent avec leur position nationale et parce que chacun a des comptes à rendre au national. Sauf qu'il y a une exigence, un impératif, une vision qu'on se doit de porter, nous, en tant que députés européens. Et c'est le rôle du Parlement européen, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est-à-dire c'est créer le rapport de force, le renforcer aussi, pour faire passer le message à la Commission et au Conseil que non, les discussions ne sont pas une affaire, notamment en matière budgétaire et économique, ne sont pas que l'affaire des États membres au Conseil. Le Parlement européen, quand on parlera du budget, c'est un point de détail, mais qui n'en est pas un. Le Parlement européen a un pouvoir de veto. Il peut dire non. Et donc, à la table des négociations, ce n'est pas 27 chefs d'État et de gouvernement, c'est 28 acteurs. Et ce message-là, il faut qu'on le porte, qu'on le transmette. Et je pense que les résolutions qu'on adopte, c'est extrêmement important qu'on a deux enjeux en général, c'est l'ambition et l'unité du Parlement européen. Ces deux exigences qui sont extrêmement importantes, qu'il faut réunir quand on travaille sur une résolution, parce qu'il y a un message qu'on porte à l'endroit du Conseil et de la Commission et aussi du grand public. Et moi, je voudrais dire, je suis élue depuis l'année dernière, dans une nouvelle mandature, un Parlement européen totalement reconfiguré, avec des rapports de force politiques totalement différents, un groupe Renew charnière sur lequel les deux partis, les groupes majoritaires auparavant doivent compter, avec lequel les groupes majoritaires doivent compter. Et on voit bien, on l'a vu l'été dernier au moment de la désignation des commissaires, que le Parlement n'est plus aussi maîtrisable qu'il l'était auparavant. Moi, je crois que c'est une force parce que dans la situation qu'on vit aujourd'hui, c'était vrai avant la crise du Covid, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut qu'on ait une ambition pour le projet européen. On ne peut pas se résigner
où oui, on ne peut pas être résigné et se dire bon bah très bien, les querelles entre les chefs d'État et de gouvernement, il faut s'en satisfaire et on va valider tout ce qui va sortir du Conseil. Non, et je pense l'un des points de déception pour moi, c'est que la présidente de la Commission n'a pas saisi différentes opportunités qu'elle avait. Elle est arrivée, elle a été élue en juillet dernier sur un programme très ambitieux. Nous, Parlement européen, on lui a demandé à plusieurs reprises de réviser la proposition de budget qui datait de l'ère Juncker, 2018, en disant bon, très bien, vous avez un programme très ambitieux, on vous a manifesté notre soutien. Dans ce cas-là, mettez en accord le budget avec vos ambitions, ce qui n'a toujours pas été fait. Elle a annoncé il y a quelques semaines un plan Marshall pour répondre à la crise. On attend des propositions très concrètes. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les propositions qui circulent à couvert ou à découvert sont très préoccupantes. Et donc, ça confirme qu'il faut que nous, Parlement européen, on continue à mettre la pression. Bon, merci pour votre approche dynamique et encourageante, et puis aussi pour nous expliquer un petit peu les rapports de force entre les institutions et vis-à-vis des États membres. Avant de démarrer le bloc sur la réponse de l'Union européenne à la crise sanitaire, peut-être quelques points de cadrage complémentaires. Dire que nous sommes actuellement suivis par 78 personnes, donc dans les 5 départements, que c'est des personnes qui ont manifesté de l'intérêt, que par ailleurs Facebook nous suit, que Euradio nous suit, et donc naturellement nous n'épuiserons pas toutes les questions qui ont été posées, mais nous allons prendre, je dirais, un panel aussi représentatif que possible, et là-dessus je vais laisser la parole d'ici quelques instants pour aussi se présenter à Estelle et à Margot. Vous avez la possibilité, je m'adresse maintenant aux gens qui nous suivent, de poser des questions ou de faire des commentaires en supplément dans le cadre du chat, de façon à, je dirais, rendre les choses encore plus vivantes par rapport à ce que Valérie Hayet nous dit jusqu'à 19 heures. Et peut-être je vais laisser la parole à Estelle pour se présenter, Margot se présenter, et puis Margot garde la balle pour les premières questions sur quelle réponse de l'Union européenne à la crise sanitaire. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Troncy, je suis chargée de projet à la Maison de l'Europe en Mayenne et je co-animerai cette rencontre. Bonjour à tous, je m'appelle Margot Varlet, je suis chargée de communication à la Maison de l'Europe à Nantes et je vais également tenter de relayer les questions qui nous parviendront lors de ce webinaire. Voilà, et donc on va essayer de diversifier les choses, et donc Margot va garder la parole. Nous avons fait une petite sélection entre nous de questions qui nous semblaient très, je dirais, très adaptées aux questions qu'on peut se poser sur les réponses de l'Union européenne à la crise sanitaire, mais Margot, peut-être tu peux démarrer avec un bloc de 2 questions. Oui, tout à fait. Donc, nous avions sélectionné 2 questions qui font d'abord écho à ce que vous disiez dans votre introduction concernant la compétence santé. Donc, une première question d'Inès qui nous vient de Vendée. Alors que la santé reste une compétence souveraine des États membres, comment l'Union européenne peut intervenir dans le domaine de la santé face à la crise du coronavirus? Et la seconde question qui vient compléter cette première nous vient de Marc qui nous demande la santé doit-elle devenir une compétence de l'Union européenne? Alors, comment l'Union européenne peut intervenir? Moi, je crois qu'elle peut intervenir dans le format aujourd'hui, au regard des traités, à double titre. Et c'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs. La première, c'est la coordination. La coordination des actions entre les différents États membres. Ça a été fait un peu tardivement, mais ça a été fait finalement. Et donc, ça veut dire coordonner les décisions en matière de confinement, en matière de recherche, en matière, évidemment, et ça a fait l'objet... tout à l'heure, je parlais de communication, c'est l'un des points essentiels, je pense, qui a été une vraie réussite. L'Union européenne a joué un rôle majeur pour assurer la coordination, notamment dans le transport des patients sur les zones transfrontalières. Et ça, c'est du très concret et c'est extrêmement important enfin, c'est très efficace. Donc, une compétence en matière de coordination des États membres en matière sanitaire sur les différentes actions. Et puis, j'en reviens à la question budgétaire, ça a été aussi de l'argent qui a été déployé
pour la recherche contre le vaccin, pour la recherche sur le vaccin contre le coronavirus, pour financer l'achat et le transport de matériel, d'équipements de protection, pour assurer le transport transfrontalier des malades, etc. Donc, ce sont a priori, ce qui peut sembler des petites choses, mais qui sont des choses essentielles en complément des actions des États membres. Alors oui, aujourd'hui, il n'y a pas de compétences santé en propre. Je pense que c'est un élément qui doit relever de la souveraineté des États membres, ça c'est évident. Néanmoins, on part de zéro aujourd'hui, il faut pouvoir accroître la coordination et à notre échelle, à l'échelle du Parlement européen, on a une commission qui s'appelle la commission environnement et santé. Donc il y a bien une compétence santé, une approche santé au titre du Parlement européen. Ça, c'est quelque chose qu'on doit développer. Il faut mettre en place une force européenne de la santé. Ça doit se mettre en œuvre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines même, pour coordonner l'action et puis, je pense, trouver des moyens d'accompagner à la fois en termes de financement et en termes de valeurs et de critères, d'accompagner les systèmes de santé nationaux, toujours pour aller à la hausse, évidemment, et assurer une santé pour tous les Européens. Bon, parfait. Merci pour ces réponses santé. Peut-être, Margot, tu peux enchaîner sur les deux questions suivantes sur la santé, puis je vais garder la 5e. Oui, tout à fait. Et en plus, donc, ça permet de poursuivre sur ce qui vient d'être dit. Donc, on a une question de Gérard qui nous vient de la Sarthe. Est-ce que l'Europe travaille à une autonomie de fabrication des médicaments essentiels à notre communauté? Et une dernière question de Michel à Nantes. Comment créer une coordination sanitaire au niveau de l'Union européenne, notamment pour établir une réponse commune à une prochaine crise, si prochaine crise il y a? Ça, effectivement, sur l'enjeu de souveraineté stratégique industrielle, notamment en matière de santé, c'est un des éléments sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Tout à l'heure, je disais que la santé en propre doit effectivement relever de la souveraineté des États membres, c'est évident, mais sur la question industrielle, souveraineté sur les chaînes de valeur, on ne pourra pas y répondre sans une approche européenne. Ça, c'est une évidence. Et donc, c'est tout l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois. Moi, ce que je retiens de cette crise, c'est qu'il y a tout un ensemble de tabous qui sont en train d'être levés, des tabous, des dogmes. Lorsque les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis lors du dernier sommet, il y a quand même 2 mots qui étaient presque des gros mots jusqu'à présent pour certains États membres. C'est la souveraineté et c'est la solidarité. Et ces 2 mots, ils ont fait l'objet d'une décision unanime de la part des chefs d'État et de gouvernement. Sur la solidarité, donc il faut encore y travailler sur les mesures budgétaires et économiques, mais sur la souveraineté, c'est la première fois que dans un texte, il y a un accord sur le fait qu'il faut avancer sur les chaînes de valeur et sur le rapatriement de production, notamment en matière médicale, de produits pharmaceutiques sur le terrain européen. Donc ça doit se construire en accompagnant nos entreprises sur le terrain. Ça fera l'objet c'est l'une des missions de Thierry Breton, le commissaire à l'industrie, qui a déjà une feuille de route sur la table, qui était déjà présente avant la crise, mais qui n'est que renforcée à la faveur de cette crise. Bon, merci. Effectivement, vous avez certainement raison d'insister sur le volet industriel et de solidarité et la préparation de la stratégie industrielle. L'animateur qui est face à vous a été longtemps à la Commission européenne. Il a vu aussi les changements se faire petit à petit sur les questions de santé, parce que c'est vrai que c'est un sujet étonnant qui est du domaine de compétences dites partagées, autrement dit vraiment très peu de compétences au niveau européen. Et pourtant, je découvre par exemple en préparant cette rencontre qu'on a mis en place un certain nombre de choses, comme par exemple le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à Stockholm, qui avait été mis en place en 2005 après le SRAS de 2003. Et je dois avouer que moi-même, j'étais assez ignorant des choses qui ont été faites. Donc, j'espère, comme vous, que les choses vont bouger en termes de santé. Et en matière de santé, je vais vous en faire une petite 5e de question qui est le relais d'une personne qui nous a posé une question sur le vaccin, qui est Bénédicte en Loire-Atlantique, et qui nous dit: peut-on décider que le vaccin trouvé contre le coronavirus sera bien public mondial
avec ses conséquences sur son prix et son accessibilité pour tous, ce qui, je dirais, fait le pont entre ce que vous disiez sur la politique européenne de recherche, qui n'est pas tellement expliquée ou rendue visible dans ces temps de crise, et c'est difficile parce que le citoyen attend des réponses immédiates alors que la recherche demande un petit peu de temps, mais aussi derrière ce vaccin, toute la dimension industrielle que vous avez évoquée, et puis la dimension mondiale, et peut-être aussi du fait que vous avez des compétences de relation avec l'Amérique latine et l'Asie. Voulez-vous, je dirais, finir avec nous ce bloc sur la crise sanitaire en montrant les différentes facettes de la crise sanitaire et en développant un peu plus sur le volet recherche, vaccin et bien public mondial, ce qu'un certain nombre d'entre nous pourraient souhaiter à coup sûr. Donc en n'oubliant pas que l'Europe n'est pas une forteresse, mais que aussi cette pandémie est mondiale. Oui, effectivement, mais on voit que l'Europe n'est pas une forteresse puisque ce virus n'est pas né, entre guillemets, a évolué à l'échelle du monde et donc il est parti de l'Asie, il est arrivé en Europe et puis il a traversé l'Atlantique. Évidemment, il y a une politique en matière de recherche qui doit être assumée, davantage développé. Il y a des crédits qui ont été libérés, mais il faut continuer et déployer davantage d'argent. C'est le sens aussi de l'appel qui a été lancé lundi à l'initiative de la présidente de la Commission, du président du Conseil et de certains chefs d'État et de gouvernement pour, à l'échelle mondiale, débloquer des crédits privés et publics pour la recherche contre le vaccin. Et là-dessus, bien évidemment, on aura un enjeu. Alors, il y a la question du temps, évidemment, parce qu'on aurait besoin d'une réponse rapide et immédiate. Effectivement, le temps de la recherche n'est pas le temps de l'urgence, même si je crois comprendre que la recherche n'a jamais été aussi rapide dans les réponses qu'elle apporte et dans son travail aujourd'hui. Et puis, oui, l'enjeu, ce sera, une fois que ce fameux vaccin aura été trouvé, je pense, c'est ce que dit aussi le commissaire Breton, je pense qu'en Europe, on a les moyens de trouver ce vaccin, mais à la limite, peu importe, tant mieux s'il est trouvé en Europe, mais peu importe, l'intérêt, le principal, c'est qu'il soit trouvé le plus vite possible. Et après, le deuxième enjeu, ce sera quelle accessibilité de ce vaccin-là. Et ce vaccin, et je crois que là, Ursula von der Leyen, avec qui j'ai eu une réunion hier matin, a beaucoup insisté sur ce point, et je pense qu'elle a raison. Elle a beaucoup insisté sur le fait que le vaccin ne doit pas aller là où il y a de l'argent, mais là où il y a des besoins. Et effectivement, on aura un gros enjeu pour la distribution et le déploiement de ce vaccin pour s'assurer qu'il ira bien là où il y a des besoins et pas là où on en donnera le meilleur prix. Comme on l'a vu par exemple au début de la crise pour l'achat de masques. Donc là, on a un gros enjeu de solidarité. Vous parliez de biens publics mondiaux. On essaie d'identifier des biens publics européens, parfois comme on peut, à l'échelle de l'Union européenne, mais bien sûr, sur un enjeu comme celui-là, il faut raisonner à l'échelle du monde. Bon, merci beaucoup pour vos propos, je dirais, qui embrassent l'ensemble beaucoup de sujets sanitaires. Je me tourne vers Margot en regardant évidemment notre temps, mais peut-être une réaction à partir de ce qu'on voit sur le chat ou sur Facebook. Est-ce que nos participants, que je salue à nouveau en leur disant que malheureusement, on ne pourra pas leur donner la parole, mais par contre, ils peuvent intervenir par écrit. Est-ce qu'il y aurait des compléments ou des orientations que nous aurions vraiment oubliées dans cette question sanitaire? Par rapport à la question sanitaire, non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors, je ne suis pas une spécialiste des questions sanitaires, mais le cas échéant, de toute manière, et ça vaut pour ce sujet-là comme pour d'autres, je reste disponible s'il y a des réponses que vous souhaitez que je développe. Je peux évidemment, vous faites un signe sur le chat et puis je reviendrai vers vous plus tard avec des éléments. L'élément intéressant, je dirais, à partager entre nous et avec les 75 participants, c'est que par écrit, en tout cas, il y avait beaucoup de questions sur les questions sanitaires, correspondant, je dirais, à l'inquiétude du moment, mais assez élaborées. La question du vaccin en fait partie, mais d'interrogations, je dirais, avec un public qui est plutôt orienté pro-européen. Donc, si nous le prenons dans un discours moins européen, ce que j'ai vu dans le monde, comme vous, qui parlez des somnambules de l'Europe, peut se traduire par des
des titres un petit peu plus agressifs en disant « mais que faites-vous, que faisons-nous, où est l'Europe ?» Mais je crois que vous avez répondu aussi précisément sur je dirais, la chronologie des choses qui se font et puis le rythme des institutions qui n'est jamais à la hauteur des urgences ou des situations nécessitant beaucoup de rapidité ou des accélérations. Un budget ou une révision de budget, c'est toujours compliqué. Ce qui va me faciliter la liaison avec le deuxième bloc de nos questions.